Allez, c'est parti. Donc voilà, j'enregistre le webinaire. Donc on est environ 13 connectés aujourd'hui. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils souhaiteraient, enfin ils ou elles vont suivre le webinaire en différé. Et donc, comme je le disais, l'idée c'est vraiment de voir comment on organise la suite du processus ensemble, quelles étapes on peut mutualiser, comment on fait maintenant pour aller dans le concret dans cette étape de bilan GES des labos. Du coup, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir, on n'est pas très nombreux, on peut faire un très rapide tour de table pour se présenter. Et puis, en termes de présentation, ce qui va être intéressant, je pense, c'est de présenter également les labos auxquels vous appartenez. N'hésitez pas à nous dire donc, dans quel labo vous êtes et nous donner un peu quelques éléments du labo qui vont être importants pour justement le bilan GES des labos. Et donc, qu'est-ce qui est important? Nous donner une présentation du périmètre du labo, combien de personnes travaillent dans votre labo à la louche, quels sont, d'après vous, les postes d'émission les plus importants? Est-ce que ce sera les transports ou est-ce que vous avez des besoins matériels forts, que ce soit de la ressource numérique ou de la ressource matérielle, par exemple? Ça, c'est vraiment lié aux activités du labo. Où est-ce que vous en êtes de la présentation et de la réception de la démarche Labo 1.5 dans votre labo? Est-ce que vous en avez parlé en réunion d'équipe? Est-ce que vous avez eu l'accord ou non des directeurs ou directrices d'équipe? Et est-ce que vous êtes un peu isolé dans le labo? Est-ce que le labo est hyper partant et que voilà, dès demain, on est prêt à commencer? Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit tour de présentation. On a le labo Mesure qui est bien représenté, donc une personne seulement pourra faire la présentation. Idem s'il y a plusieurs personnes du même labo, hein. Mais qui veut commencer? Zach, tu souhaites commencer? Ouais, bonjour à tous, moi c'est Zacharias Amara. Donc je suis maître de conférence au CNAM depuis 2016. Je travaille dans le laboratoire donc je suis maître de conférence dans le PN7, donc chimie vivant santé. Je suis chimiste et pharmacien de formation. Et donc je suis dans le laboratoire GBCM qui va pour génomique, bioinformatique et chimie moléculaire. Je suis plus précisément dans la partie chimie moléculaire. Donc c'est un laboratoire qui est basé au CNAM à rue Comté, au 4e étage, accès 31, qui est dirigé par Jean-François Zaguri et par Marc Port, donc une codirection, on va dire. Et voilà, et le laboratoire de génomique bioinformatique, comme son nom l'indique, fait de l'informatique, donc utilise beaucoup de calculateurs, de matériel informatique de très haute performance, avec des espaces de calcul et des programmes qui sont assez importants, des plateformes assez importantes. Par exemple, ils ont eu récemment un gros projet de plusieurs millions, je crois. Il y a eu un projet qui est passé dans le labo sur des calculs sur des plateformes, des millions d'heures de calcul avec Amazon. Donc voilà, ça c'est un pan de l'activité. Un autre pan de notre activité, c'est la chimie. Donc c'est de la vraie chimie. On a des laboratoires, des vrais laboratoires. On fait des expériences de chimie. Et ça consomme aussi beaucoup de matériel, de molécules, de gaz, d'énergie pour refroidir, pour chauffer. Donc voilà, donc on est un laboratoire qui est assez complexe et qui, j'imagine comme beaucoup d'autres laboratoires du CNAM, hein, c'est pas une spécificité, mais disons que on est fortement concerné par notre activité même de recherche, par ces questions environnementales. Et puis plus particulièrement dans la partie chimie, moi personnellement et ma collègue Catherine qui est aussi connectée aujourd'hui, on travaille en chimie verte et en intensification des procédés, donc on est très sensibilisé aux problématiques environnementales. Ces questions sont également très développées dans l'industrie et les directeurs de notre labo sont des anciens industriels qui sont très sensibles à ces questions, comme je l'ai dit, et du coup très favorables à la démarche de bilan GES et puis de tout ce qui tourne autour du collectif Labo 1.5. Donc nous, on est très favorables à ça. Et a priori, ce serait moi l'intermédiaire qui m'en occuperait avec peut-être des collègues à moi. On n'a pas vraiment encore discuté exactement comment ça se passerait, mais probablement on ferait intervenir un doctorant,
peut-être un doctorant qui démarrerait en septembre de l'année prochaine. Voilà. Mais donc, l'accord de la direction, ça, c'est validé. Ah oui, complet, total. Super. Parfait. Alors, on a plein de représentants du labo Mesure, labo international, vous allez voir. Quelqu'un a envie de présenter le labo rapidement? Qui est-ce qui veut se lancer entre Georges, Pearl, David, Sophia? Vous voulez, je sais pas, Perle, tu veux ou ouais. Après, moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps à Mesure, donc peut-être tu pourras compléter, Kevin. Oui. Donc moi, je suis Sophia. Je suis postdoctorante. J'ai commencé en septembre, c'est pour ça que et en plus, comme on était pas mal à distance, il y a pas mal de choses que je connais peut-être pas. Et alors, je pense que la plupart du labo fait plutôt de la modélisation, donc je m'avance peut-être à dire que nous, la consommation, c'est plutôt dans le calcul numérique. Je ne sais pas si matériel, parce que nous, on ne fait pas d'expériments, des choses comme ça. Et après, les voyages, les conférences, tout ça, je pense que ça peut être pas mal aussi pour le bilan de carbone. Je regarde sur la conversation pour... Et nombre de personnes, je pense on devrait être une vingtaine de personnes, quelque chose comme ça, Kevin? Ouais, à peu près, oui. Oui, et pour les discussions, du coup, nous, on avait assisté, bon, on était aussi nombreux pour la première partie du webinaire. Après, on avait discuté un peu pendant une réunion. Et la plupart, et c'était une réunion du labo, donc il y avait pas mal de personnes qui étaient présentes. Et on était presque tous prêts à participer activement. Après, aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Je ne sais pas si... Bon, il faudrait qu'on s'organise. Et du coup, il y a des doctorants, des postdoctorants et aussi des responsables qui veulent participer activement. Et donc, on a eu l'accord de la directrice du labo aussi pour commencer ça déjà. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres informations peut-être que j'ai laissées de côté. Juste pour précision, on est situé sur le site Saint-Martin. Voilà, le site principal oui. Saint-Martin. Voilà. Ben, merci Sophia. J'enchaîne avec les gens que je vois à l'écran. Mathieu, tu veux dire où vous en êtes chez vous? Ouais. Donc, alors, moi, je suis au laboratoire PIM avec Xavier Macré aussi, qui est avec nous. Donc, moi, je suis maître de conférence depuis 2012. Donc, le PIM, c'est un laboratoire en co-tutelle avec Arts et Métiers ParisTech et le CNRS. On est situé au niveau de l'ENSAM, donc dans le 13e, 55 boulevard de l'Hôpital. Voilà, c'est un labo qui est assez gros, hein. On est entre 150 et 200, je dirais. Voilà, donc il y a pas mal de monde. Voilà, et alors donc on travaille sur le nom du labo, c'est Procédés Ingénierie en mécanique et matériaux. Donc on travaille sur les matériaux de manière assez générale, hein, et sur les procédés de mise en œuvre. Donc, il y a beaucoup de matériaux et il y a beaucoup d'énergie dépensée dans des appareils de mise en œuvre. Alors, on ne fait pas de la fonderie non plus, on n'a pas un haut fourneau, mais on a des appareils type des extrudeuses ou des presses à injecter qui consomment énormément d'énergie. On a des études en vieillissement des matériaux plastiques, voilà, avec des étuves qui tournent. On a une trentaine, quarantaine d'étuves qui tournent toute l'année en permanence, voilà, qui chauffe entre 100 et 200 degrés en permanence toute l'année. Voilà. Donc, on a aussi une plateforme laser qui fait pas mal de tests, donc, et une équipe qui travaille sur de la simulation et donc du calcul numérique. Donc, on a un peu et on fait un petit peu de chimie aussi. Donc, on a des produits chimiques, on fait des résines époxy, des trucs pas recyclables. Enfin, on a Vous tapez sur tous les... Voilà, on a tout. Sur tous les tableaux, quoi. Super. Évidemment, 150, 200 personnes qui voyagent aussi, qui font des congrès et des machins comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a tout.
qui sera pas facile, je pense, à réduire dans le principe. Mais ça, on va en parler un petit peu également parce que, on verra peut-être en fin de réunion, savoir. C'est lié avec l'état d'avancement des discussions et c'est pas du tout surprenant que la démarche soit prise avec tiédeur, on va dire, dans certains labos et ça, on pourra en discuter. Et vous en êtes où du coup à PIM Voilà. Alors là, pour l'instant, je vous avoue que je n'ai pas fait grand-chose. Je devrais être celui qui lance un petit peu ce genre de choses. J'étais au webinaire et je suis sensibilisé à toutes ces questions. L'ensemble du labo aussi, on travaille beaucoup sur des problématiques environnementales, des matériaux recyclés, des matériaux biosourcés. Alors là, on a plein de thématiques qui se raccrochent à ces problématiques-là. Donc, on n'est pas détaché de ces thématiques. Mais voilà, donc moi j'en ai parlé rapidement avec surtout le directeur adjoint qui était partant et la directrice visiblement est aussi partante sur ce point-là. Maintenant, il va falloir en faire un peu une communication au sein du labo, ça n'a pas été fait. Moi, ce que j'imagine, c'est le recrutement d'un stagiaire qui va bosser sur ça, qui bossera exclusivement sur ça. Ouais. Vraiment, et financé par le labo, voilà. Et ben ça, on en parlera parce que Mathieu Spéclin pourra nous en dire 2 mots. Et effectivement, je pense qu'il y a des contextes où c'est pas forcément indispensable. Nous, on en parlera pour mesure, mais un petit labo de 20 personnes, à mon avis, il n'y a pas de quoi occuper un ou une stagiaire. Mais sur un périmètre comme le vôtre, c'est peut-être effectivement plus important. Est-ce que tu veux enchaîner ? Il y a beaucoup de choses à aller voir. Oui, je propose de continuer Mathieu, parce qu'il y a pas mal de on peut peut-être finir les présentations. Mais il reste plus que toi, Mathieu, et Gwen et Baptiste éventuellement. Peut-être présentation de labo assez succincte du coup. Ouais, rapidement. Donc moi, c'est Mathieu Spéclin, maître de conf depuis 2019, mécanicien des fluides. Et dans le laboratoire à l'IFC, c'est laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques. Et c'est exactement comme le PIM, c'est en co-tutelle, ENSAM et CNAM. Et du coup, le domicile, on va dire, le lieu, c'est à Paris, dans le 13e. Et voilà, donc c'est la même chose avec une taille un peu plus réduite, puisqu'on est plutôt entre 40 et 50 personnes. Mais pareil, on tape sur tous les types de ressources. On fait de la recherche numérique, donc on a besoin de matériel. On fait de la recherche expérimentale, on a pas mal de bords d'essai avec des turbomachines, des compresseurs, des turbines, une chaudière à 1 mégawatt, même si on l'utilise pas souvent, une grosse soufflerie. Donc il y a quand même aussi pas mal de choses, même si je pense quand même que les déplacements sont plus importants. Voilà. Et j'ai décidé, alors en ce qui concerne le bilan et son acceptation, pour l'instant j'ai l'acceptation du directeur de manière officieuse et j'ai un conseil de laboratoire la semaine prochaine justement. Et donc je vais mettre ça bien à plat et bien leur présenter les choses. Voilà. Et je vais aussi prendre un stagiaire pour faire ce bilan, comme Mathieu le mentionnait. On va en discuter en fonction par la suite dans la réunion. Voilà. Merci Mathieu. Gwen, tu veux enchaîner ? Oui, donc moi je suis Gwenaëlle Perrier, je suis chercheuse associée seulement au LISE, qui est le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, dont le nom doit être changé. En gros, c'est un laboratoire interdisciplinaire de sciences sociales avec une forte prédominance de sociologues qui travaillent sur les questions d'emploi, de travail, de questions sociales, de genre. On est situé rue Comté, au 3e étage, là en haut. Je viens de regarder, du coup, il y a 36 membres fixes et une quarantaine de doctorants, doctorantes et un certain nombre de chercheurs et chercheuses associés. Et en temps normal, c'est un labo où on n'est pas, je dirais, 20-25 tous les jours présents dans les locaux. Alors, du labo, il y a 3 personnes qui sont impliquées autour des questions de bilan carbone. Il y a Claire Vives, qui est ingénieure de recherche, Arthur, qui est doctorant, et moi-même, donc chercheuse associée. Donc, plutôt des gens jeunes, je me mets encore dans cette catégorie. Enfin, je dis ça parce que je trouve que c'est assez visible dans les discussions qu'on a pu avoir avec les collègues. Donc justement, on a eu une assemblée générale de laboratoire en février dernier, suite au webinaire de janvier, où honnêtement, on a été un peu refroidis, parce qu'on a trouvé qu'il y avait un manque d'enthousiasme
assez flagrants de la part des collègues, soit pour dire qu'il n'y avait pas de moyens derrière tout ça, ce qui est vrai hein, par ailleurs, c'est-à-dire que le CNRS ne déploie pas de moyens, soit pour dire que il fallait changer les choses au niveau, de mémoire, hein, parce que j'ai pas pris de notes sur cette réunion, mais qu'il fallait changer les choses plutôt au niveau macro et pas forcément nous à notre petite échelle. Il y a eu aussi quelques réticences autour de la question de l'avion, parce qu'on a un ou deux collègues qui sont spécialisés par exemple sur le Brésil ou sur même si on a bien précisé que le but c'était pas d'empêcher les gens d'aller faire leurs recherches, mais bon. Donc pas complètement simple, et du coup on a un soutien affiché qui est précieux, c'est celui d'une responsable administrative qui bosse super bien et qui elle a exprimé publiquement son soutien à notre démarche, sachant que ça peut être une personne ressource puisqu'elle a accès à un certain nombre de données qui pourraient être importantes pour faire le bilan carbone. Ce qu'on s'est dit du coup avec Arthur et Claire, c'est qu'on allait commencer par profiter des prochaines journées d'Ulysse pour faire en fait ce que vous aviez fait au dernier webinaire, c'est-à-dire en gros juste donner de l'info, parce que je pense qu'on a besoin de commencer par le commencement, étant donné que certaines collègues n'ont pas l'air très motivés. Donc voilà, je pense après pour nous, c'est quand même important de savoir et de pouvoir dire aux collègues qu'il y a plusieurs labos du CNAM qui en sont à l'étape d'après. Mais voilà, je pense qu'on ne sera pas moteur dans cette histoire, en tous les cas pas en avance, ça c'est sûr. Et en termes, j'ai oublié aussi, en termes d'émissions, en gros, pas de machine. Donc, je pense que c'est vraiment les déplacements, les congrès internationaux, éventuellement domicile travail, ça, je ne sais pas trop pour l'instant. En tout cas, voilà, c'est ça le poste principal. C'est un bon retour, et puis on pourra en parler à la fin, mais effectivement, si on peut, si le collectif là peut vous aider à faire avancer ces questions avec des présentations ou autres, pas de problème. J'ai oublié Florian. Florian, tu veux nous dire 2 mots sur Oui. Alors, vous pouvez m'oublier parce qu'en fait, je suis un petit peu différent dans le système. Moi, j'appartiens à l'EPN 8, mais je ne fais pas partie d'un laboratoire CNAM. On est un labo attaché à l'Université de Caen. Donc, on donne, moi, je suis maître de conférence depuis 2019 en océanographie, et donc on donne notre enseignement via le CNAM, mais on fait notre recherche au sein d'un labo de l'Université de Caen. Ce qui fait que la démarche ne se fait pas via le CNAM. La démarche est en procédure au niveau de l'Université de Caen. Donc, on doit mettre sur la table le sujet de ce bilan au niveau de l'université prochainement, mais c'est pas encore établi. Pour info, donc nous on fait de l'océanographie très générale. Donc moi je suis chimiste et biologiste. En fait, je fais de l'interaction chimie-biologie dans le fond des océans. Et donc un de nos gros points d'émissions de gaz à effet de serre, ils sont liés à deux axes. Il y a déjà notre bâtiment. Nous, on est rattaché à Cherbourg. En fait, on est sur un bâtiment qui a une chance d'être vu sur mer, mais qui est un gruyère environnemental. Alors on a une serre, on a des bassins, et on est sur des bâtiments très très vieillissants. Donc on sait qu'on a une très très forte consommation en chauffage. Et puis on a des appareils alors assez standards. On est sur des expérimentations qui ne demandent pas énormément de matériel très très consommateur d'énergie. En revanche, on a des sorties en mer assez régulières, donc dans nos différentes pôles de recherche. Donc, on a des collègues qui sont spécialistes de l'hydrodynamique, donc ils font des sorties en mer assez longues sur des gros bateaux. Ils font des missions de 1 ou 2 mois. Donc là, on sait qu'on a évidemment une très très grosse source d'émissions. Et puis après, on a des missions côtières très très régulières, donc là plutôt sur des plus petits navires océanographiques, mais néanmoins on est très contraint par le transport de manière générale. Donc c'est à ce niveau-là surtout qu'impacte. Par contre, on a un petit labo, nous pour l'équipe de Cherbourg, on a une dizaine de personnes, et après on est une quarantaine au niveau du labo rattaché à l'Université de Caen. Ok, alors Voilà. pour précision, cette démarche de bilan, elle peut se faire à différentes échelles, hein, soit à l'échelle de l'équipe, soit à l'échelle du labo. Et donc, on a bien compris que tu n'étais pas rattaché vraiment au CNAM niveau recherche. Après, moi, ce que je te conseillerais, c'est de faire preuve d'opportunisme, on va dire. Si vous avez besoin d'avancer et de se coller à la dynamique CNAM, vous êtes bien sûr les bienvenus, quoi. Donc, à toi de voir de quel côté tu te rattaches
pour faire avancer les après choses. discussion avec la direction de l'EPN et avec la direction, avec les membres du laboratoire, ils étaient plutôt partants pour faire vraiment cette approche via le laboratoire. Mais c'est pour ça que je veux participer aussi, c'est de voir la démarche qui est faite au sein du CNAM et puis attirer aussi le dynamisme du CNAM vers l'université. Il n'y a eu d'après moi, il n'y a eu aucun bilan qui a été fait via l'université. Donc ça peut être que bénéfique de toute façon. Très bien. Mais merci. Alors, on est en train d'exploser le temps, mais bon, en même temps, c'est important de faire connaissance aussi si on est en train de construire le collectif pour avancer. Peut-être qu'on débordera un tout petit peu. Il y a Baptiste et Abdoul qui ne se sont pas présentés, sachant que je sais que Xavier et Catherine, on va parler, mais voilà, on a eu les présentations de vos labos. Si ça ne vous dérange pas, on va essayer de faire assez vite. Baptiste, est-ce que ton micro est branché? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui. Tu peux nous présenter un peu ton labo et l'état d'avancement des discussions Ouais, tout à fait. Non, du coup, moi, c'est Baptiste Soubrin. Je suis doctorant au CNAM, au laboratoire Histoire des technosciences en société, donc HT2S, qui est rue Comté à Paris, au 3e étage. Laboratoire d'histoire et de sciences techniques et société. On travaille sur les controverses sociotechniques, l'histoire, un peu les rapports en sociologie sur les rapports de développement de certaines technos. Moi, je travaille notamment sur l'appropriation citoyenne de la transition énergétique. Donc voilà. Au niveau du labo, on est une trentaine de membres en tout, en comptant les doctorants. Et au niveau de la démarche, on n'en a pas encore parlé tous ensemble, mais on a eu un appel du directeur du labo, Jean-Claude Borbalon, qui nous a invités à mener la démarche. Donc je pensais en parler à notre prochaine réunion de labo qui va avoir lieu la semaine prochaine. Voilà. Super, ok. Très bien. Donc, a priori, un directeur de labo favorable. A priori, oui. Ok, très bien. Merci, Baptiste. Et du coup, Abdoul Fattah, je ne sais pas, est-ce que ton micro est branché? C'est Erari, je ne sais pas quel est ton prénom. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, je suis Erari Abdoul. Je travaille sous la direction de M. Persey. Je suis doctorant en gestion. Je travaille sur le sujet, mon sujet, c'est la privatisation des entreprises publiques en Afghanistan. Je suis en 5e année. Voilà, c'est ma dernière année de thèse. Et je fais partie de l'IRSA. D'accord. Voilà. Je suis désolé, je n'ai pas bien compris ton prénom. Mon prénom, c'est Abdoul Fattah. Abdoul Fattah, ok, super. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler au LIRSA? Au LIRSA, oui. Ouais. Oui. Et où en est l'état des discussions au LIRSA? Pardon, je n'ai pas très bien entendu. Est-ce que le LIRSA, est-ce que tu as pu parler de la démarche bilan GES au sein du LIRSA? Non, à ce sujet, non. Non, j'ai pas parlé, j'ai pas bien compris la question. Non. Ok. Désolé. D'accord. Tu penses en parler, tu penses présenter, proposer la démarche au sein du labo? Oui. Ouais. En fait, il faut que, avec le confinement, vous savez, c'est normalement aujourd'hui aussi, j'avais un entretien avec M. Persey. Mais bon, à distance, c'est faisable. De toute façon, on peut faire vous. Mais oui, dès que j'aurai l'occasion, oui. Pourquoi pas. Ok. Très bien. Alors, si je fais le compte, écoutez, moi, de ce que j'ai compté, est-ce que donc, qui ne s'est pas présenté rapidement? Donc, Xavier, David, Pearl et George. Je sais que vous n'avez pas. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qui a été dit sur vos labos? Je ne sais pas, David et George, je sais que vous êtes aussi à Pasteur. Est-ce que vous avez discuté de ça côté Pasteur, juste pour savoir? De mon côté, non, en fait, du côté Pasteur. Ok. C'est également un truc que vous pourriez proposer côté Pasteur. Après, ça dépend dans quel timing. Vous pouvez voir comment ça avance côté CNAM. Tout à fait. Il y a quelque chose dont
je pense souvent c'est l'utilisation de la cluster et le cluster pour computing. Et je ne sais pas si vous avez aussi un CNAM, mais je me demande toujours quel est le bilan de parce que on peut faire 1 million d'heures de computation sans faire beaucoup et je me demande qu'est-ce que ça coûte en fait. Très bien. Bah, écoute, ça fait très bien l'enchaînement parce que du coup, on va enchaîner sur la deuxième partie de la discussion d'aujourd'hui, qui est vraiment de présenter un peu les données nécessaires et le périmètre de cette évaluation carbone telle qu'elle est présentée pour l'instant. Donc, on en avait parlé la semaine dernière. Labo 1.5 a développé une calculatrice carbone qui s'appelle GES 1.5 et qui prend dans son périmètre certains postes d'émission et pas d'autres. Donc, on va en parler. Les clusters, pour répondre à ta question, Georges, les clusters sont indirectement pris en compte par la consommation électrique, en gros. Mathieu, tu corrigeras sans doute. Hein. Mais l'impact matériel, le côté matériel du numérique, hein, les ressources dont on a besoin, tout ça, c'est pas encore pris en compte, mais ça le sera dans une V2, a priori. Et du coup, ça me permet de te passer la main, Mathieu. Et donc, Mathieu va nous présenter un peu le logiciel et notamment les données nécessaires pour effectuer ce bilan carbone et la plateforme en ligne qui permet de le faire. Et ça va nous permettre également de voir un peu maintenant que… alors, pardon, avant de te passer la parole, je fais juste le bilan. Moi, de ce que j'ai entendu, vous me corrigerez. On a 3 labos pour lesquels la démarche est validée, donc qui sont a priori prêts à se lancer. C'est GBCM, Mesure et le LIFC. Des labos qui sont qui ont des échos ou des oreilles favorables, on va dire, qui sont prêts à se lancer, mais peut-être attendre un feu vert officiel, c'est le PIM et HT2S et l'Intechmer avec Florian également. Donc là où j'ai l'impression qu'on attend que la réponse officielle, mais que globalement le terrain est favorable. Et ensuite le LIS et le LIRSA, où là il y a peut-être encore un peu à convaincre de ce côté-là. Est-ce que j'ai bien fait le tour pour les différents labos ? Et l'idée aussi, hein, encore une fois, c'est aussi de montrer par l'exemple. C'est-à-dire qu'il sera sans doute plus facile de convaincre des labos comme ce que tu disais, Gwen, hein, le LIS, sachant qu'il y a déjà 3 labos sur la ligne de départ, 2 autres qui sont prêts à suivre. Et donc, ça fait quand même, voilà, ça va faire peut-être une masse critique et aider un peu à entraîner. Donc, du coup, je vais passer la parole à toi, Mathieu, pour nous montrer un peu la plateforme, le logiciel, et ça va nous permettre un peu de voir, de visualiser un peu mieux le périmètre de l'évaluation carbone, les données nécessaires, et puis après, on va pouvoir discuter un peu plus de la façon dont on s'organise pour aller collecter ces données et mettre les mains dans le cambouis. Je t'en prie, Mathieu. Ok, je vais commencer par partager l'écran. Non, il faut que tu me donnes les droits. C'est fait. Ah oui, voilà, c'est bon. Alors, hop. Desktop. Share. Voilà, vous me dites si vous voyez si c'est bon. Oui. Ok, parfait. Donc, comme le disait Kevin, en fait, l'outil de GES, l'outil de calcul, est en fait complètement utilisable via le site internet du Labo 1.5. Donc, pour ce faire, en fait, vous pouvez tout simplement créer un compte. Hein. Et ensuite, donc, voilà, une démarche assez classique, vous rentrez juste vos identifiants et ensuite, vous pouvez définir votre laboratoire de recherche ou vous ajoutez un laboratoire déjà existant. Hein. Donc là, il demande quelques informations sur les tutelles, sur les disciplines HCERS et sur le site. Donc ça, c'est la première étape. On va essayer d'y aller assez rapidement, mais si je passe trop vite sur quelque chose ou si vous voulez poser une question, vous m'interrompez, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, une fois que le laboratoire est défini, voilà, vous pouvez commencer le processus de quantification des gaz à effet de serre. Donc, on va ajouter par exemple un nouveau bilan. Vous avez toute une documentation qui concerne la méthodologie, sur quel type de source le Labo 1.5 s'est appuyé, comment ils font leurs calculs, les facteurs d'émission. Vous avez des exemples pour les déplacements, en fonction du type de véhicule, etc. etc. Donc c'est assez bien documenté.
Et puis, bien sûr, vous avez l'équipe voilà, qui est ici aussi, donc on peut contacter hein, si on a des questions. Voilà, donc ça c'est la protection des données. Vous avez une aide, un forum. Bref, tout est très bien fait. C'est très bien guidé, et donc c'est assez facile d'utilisation. Donc on peut créer un nouveau bilan. Moi j'en avais déjà commencé un à titre d'exemple, donc je vais partir sur celui-là. Donc j'avais défini l'année 2019. Alors ça c'est quelque chose aussi, un point intéressant, c'est enfin nous de notre côté, on va essayer de faire l'année 2019 et l'année 2020, puisque comme on le sait tous, hein, l'année 2020 a été un peu une année particulière. Et d'ailleurs le Labo 1.5 vraiment appuie cette démarche-là hein, de faire les deux années si on peut. Hein. Ça ne demande pas beaucoup plus de travail de faire les 2 années. Récupérer plus d'informations bien sûr, mais voilà. Donc, vous définissez l'année, le budget annuel du labo, et là, vous avez l'effectif du labo. Alors, moi, j'ai mis grosso modo, hein, c'est rien de très sérieux encore pour l'instant. Donc, voilà pour le lycée, par exemple. Et ensuite, on commence. Alors, attendez, en introduction. Alors, attendez, je vais juste recommencer. Alors, quand vous faites ajouter un nouveau BGES, voilà, il faut. Voilà, vous avez ce point-là quand même qui est important. Donc, vous avez la charte, la politique de confidentialité et vous devez attester hein, que vous avez l'autorisation de votre laboratoire. Donc, voilà, une fois que vous avez ces 3 cases cochées, vous pouvez commencer. Donc, je reviens. Vous avez défini votre laboratoire, le périmètre, donc l'année, le budget. Et donc, on va pouvoir commencer sur les différentes sources des émissions. Donc, la première, ce sont les bâtiments. Donc, Excuse-moi Mathieu, oui. je te coupe parce que je vais avoir peut-être qu'on va avoir des questions au fil de l'eau. Bien sûr. Au niveau déjà, tu fais pour être très clair, c'est un bilan GES par année. Hein, donc c'est 2010. Par année, ouais. Tu t'en refais un nouveau pour 2020, etc. Tout à fait. Ensuite, au niveau du budget du labo, comment tu prends en compte ce budget? C'est c'est tout le budget avec les appels à projets, c'est une très bonne question et j'avoue que je n'ai pas la réponse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier. Ouais. Et quel est l'intérêt du coup de mettre le budget en fait? Et oui, je ne sais pas justement exactement quelle est l'utilité en fait. J'ai 2 éléments peut-être pour répondre. Ouais. Je crois que l'intérêt du budget, c'est également pour essayer d'avoir une répartition des inégalités des émissions en termes de labo, voir si ce sont les plus dotés qui ont la plus grosse empreinte par personne ou les moins bas dotés. Et deuxième élément, ça peut être intéressant lors de que chacun entre eux, et puis on mettra ça en commun, mais sur la présentation de Mathieu note un peu les informations à collecter comme ça. Je pense que Mathieu n'a pas réponse à tout, mais la question du budget, effectivement, c'est une des premières choses à connaître, et donc il faudra les creuser un petit peu pour savoir si c'est la dotation ou le budget global. Et ça, encore une fois, on pourra essayer d'aller à la pêche aux infos tous ensemble sur ces questions. Ouais. Mais effectivement, peut-être pour l'analyse aussi, l'analyse du résultat, c'est peut-être quelque chose qui est utilisé ensuite. Donc, oui, sûrement. C'est une manière de répartir un peu de classer ou de faire des études statistiques. Tout à fait. Donc, le premier axe, les bâtiments. Donc, voilà, vous ajoutez vos bâtiments. Alors, par exemple, L Sud, voilà, on a 1000 mètres carrés. La part de la surface utile qui est dédiée à votre laboratoire, parce que vous le partagez peut-être avec un autre. Et donc, si le chauffage de ce bâtiment est électrique, en partie ou pas. Le type de chauffage. Donc, vous avez les types les combustibles fossiles que vous utilisez. Alors, si c'est un réseau de chaleur, hein, il faut donner à la source du réseau, hein, en fonction de la situation géographique. Je ne connais pas bien ça non plus. Voilà, si c'est chauffé au gaz naturel, bon, là, il n'y a pas besoin. Et vous donnez la consommation, soit si vous avez la consommation précise au fil des mois, soit la consommation annuelle, voilà, en kilowattheure. Ensuite, donc là, si je me permets, c'est très important, du coup, je pense, là, d'avoir une démarche qui soit un peu unifiée d'un point de vue des labos qui sont sur le même site. Tout à fait. Donc là, le verrou, c'est la récupération des données. Voilà. Du coup, si je peux me il va falloir aller chercher ces données. Oui, ouais, excusez-moi, c'est Catherine. Alors, j'ai ma caméra qui ne marche pas, donc je vais faire sans. En fait, c'était juste par rapport à ces données. Est-ce que, du coup, il y a peut-être déjà une personne identifiée, au moins au niveau du CNAM, vers qui on pourrait se retourner pour avoir peut-être des choses un peu plus précises à indiquer?
Non, Alors, moi je ne sais pas encore au sein du CNAM qui a cette info. Ouais, Mais, d'accord, ok. ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à l'échelle du CNAM, on a quand même l'œil favorable de la direction de la recherche. Ok. Et voilà, pour aller trouver ces personnes, on peut être recommandé par Stéphane Lefebvre, l'adjoint à la recherche du CNAM, et qui valide, enfin qui soutient la démarche. En gros. Et D'accord. donc, voilà, là, il y a effectivement quelque chose à faire en commun, c'est-à-dire d'aller déjà identifier la bonne personne et la contacter pour avoir ses infos. D'accord, Ouais. ok. Parce que du coup, c'est vrai que ça facilitera le travail de tout le monde une fois qu'on a identifié la bonne personne. Ok, ça marche. Merci. Moi, j'avais une petite question, c'est est-ce que vraiment on peut différencier par labo ça? Genre le chauffage, c'est pas quelque chose sur tout le bâtiment Ben alors, c'est la question c'est Mathieu qui pose la question? Oui, Ouais. Oui. Ben, c'est une bonne question qu'on pourra poser au service du patrimoine, justement, à l'ENSAM. Ouais. Mais sinon, bah, la manière, hein, c'est simplement de prendre en compte tout le bâtiment et de regarder quelle est la part en pourcentage de la surface qui concerne notre labo. Hein. Et il y a pas, c'est de la première approximation, mais il n'y a pas vraiment moyen de faire, peut-être pas moyen de faire plus précis. Hein. Mais de ce que j'ai entendu, je crois que les chiffres sont assez précis pour la conso des bâtiments, donc il y a moyen de bien comptabiliser ça aussi. Mais ça risque d'être un peu plus long, hein, puisqu'il faut rentrer les données pièce par pièce, peut-être pas pièce par pièce, mais je sais pas, étage par étage ou autre. Ça paraît impossible qu'ils connaissent la consommation en chauffage de chaque labo. Ils vont connaître la consommation en chauffage globale de tout le bâtiment. Tu fais une règle de 3, à mon avis, c'est ça. Mais non, mais je pense que c'est plus précis que tout le campus. Hein. Bah, peut-être de chaque bâtiment, ouais. Chaque bâtiment, oui, c'est ça. Ouais. Par exemple, au CNAM Paris, la question, c'est est-ce qu'ils sont capables de différencier rue Comté de rue Saint-Martin? Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Et même peut-être dans chaque bâtiment différent de Saint-Martin, ils devraient être capables. Ben voilà, ça c'est la question à poser, effectivement. Et c'est ça. Parce que là, c'est clair. Mais à mon avis, voilà, l'info cruciale ici, c'est la surface utile brute dédiée à chacun des labos. Et même ça, à mon avis, c'est pas si évident à voir. Il va peut-être falloir se battre un petit peu. Voilà. Et il faut les plans. Normalement, vous avez les plans des labos. Nous, on a les plans. Nous, ça fait 1000 mètres carrés, par exemple, chez nous. On le sait parce qu'on a les plans. Faut réussir à trouver ça. C'est des infos utiles, n'empêche. Voilà. Bah donc, en gros, il y a 3 points. Deux points importants, le chauffage et l'électricité, en ce qui concerne le bâtiment. Donc là aussi, on va mettre un chiffre pour l'exemple. Et ensuite, il y a un petit point annexe, c'est les fluides frigorigènes. Alors, c'est pas les fluides que vous utilisez dans les activités de recherche. Hein. Là, c'est pas encore comptabilisé comme ça dans cette version. C'est vraiment les fluides qui sont utilisés pour le bâtiment. Hein. Et donc, vous avez les types de fluides et la masse, la quantité que vous utilisez dans l'année, 2 kilos par exemple. Et on peut l'ajouter. Voilà. Et ça, ces questions sur les fluides, je permets juste de compléter, mais Odile Blanchard nous avait bien expliqué que ça, il y a des données de facturation des prestataires qui sont assez précises sur ces questions, a priori. Hein. Ok, ouais, tout à fait. Donc, oui. Je peux poser une question? Ouais, bien sûr. Je me rappelle plus ce que c'est cette histoire de fluide, c'est-à-dire, ça sert à quoi ces fluides frigorigènes? C'est ceux qui sont utilisés, par exemple, si vous avez des frigos. Juste ça, ok. Des machines de ce type, des machines de cycle froid. Des climatiseurs, ça peut. Des climatiseurs peut-être aussi, ouais. Et il y a des tours aéro-réfrigérantes sur le site Saint-Martin notamment, donc on doit en consommer un petit peu. Ouais. Voilà. Ok, par exemple, si on a des frigos chez nous pour stocker des produits chimiques, nous c'est typiquement ce qu'on a, ça rentre dans ce calcul ou pas? Je pense pas. Moi, je pense pas. À voir. Ouais, je pense pas non plus. Je pense qu'il faut que ça soit vraiment lié au bâtiment, quoi. Mais lié au fonctionnement du bâtiment. Non. Si c'est pour des activités de recherche, à mon avis, ça rentre pas encore dans le périmètre de cette étape du bilan, quoi. C'est clair. Okay. Merci. Voilà. Ensuite, petite deuxième étape, mais qui est un peu annexe, c'est si le laboratoire a des véhicules de fonction, on va dire. Donc là aussi, vous pouvez l'ajouter.
bon, alors là, vous avez le choix voilà, entre différents types. On va dire que comme on est, nous, en avance sur cette question, on utilise une trottinette. Et on va mettre voilà, la distance qu'on utilise toute l'équipe, enfin tout le labo dans l'année. Donc on sauvegarde et on continue sur les 2 points importants, les missions et ensuite les déplacements des motifs de travail. Alors pour les missions, le collectif Labo 1.5 a fourni un fichier exemple qui est ouvert ici. Donc voilà, qui vous donne un format d'exemple des missions que ensuite vous pouvez téléverser directement sur le site de Labo 1.5. Donc il faut qu'il ait cette format-là avec ces colonnes ici. Hein. Donc vous avez la numération des missions, la date, la ville de départ, le pays de départ, ville de destination, pays de destination, le mode de déplacement, le nombre de personnes, aller, retour ou aller simple, le motif et le statut, ça c'est en option. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez le téléverser directement sur le site. Alors, vous ouvrez, je vais le prendre, template mission, c'était celui-là. Et donc ça va vous l'ajouter directement. Voilà, et il va vous calculer la distance directement. Voilà. Donc là, de nouveau, le verrou, c'est d'aller récupérer toutes les informations de l'année 2019, 2000X, sans omettre quoi que ce soit. Et alors là, si je peux, ouais. Je ne sais pas si tu en parles, Mathieu, excuse-moi. Non, dis-moi. Là, il y a 2 façons de le faire. Soit il faut aller voir les gens un à un du labo, ouais. ça peut être très long. Soit si vous avez l'accord de la direction, ce qui est possible, c'est de demander au service administratif la liste des ordres de mission. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Ces données, normalement, elles sont centralisées. Le CNAM signe des ordres de mission pour chacun des déplacements. Et là, si vous trouvez la bonne personne à l'administration, vous avez tout d'un coup. Voilà. Kevin, ouais. Oui. Quand vous parlez de la bonne personne à l'administration, c'est pour le coup au niveau du labo, on est d'accord? Pas Alors, au niveau du CNAM. Là, c'est au niveau des moyens de la recherche, la gestion, les services de gestion de la recherche, qui sont hyper débordés. Donc là, il va falloir les. Vaut mieux prévoir de passer par la gestionnaire du labo, je pense. Mais nous, on n'en a pas. Si vous avez un labo. Ah, vous n'en avez pas? Non. Ah oui, donc c'est Florence Lebon ou Florence Ladouce, là, il y en a oui, mais au service. ouais. Mais elles sont très débordées. C'est clair que ça. Mais aussi, sur ces questions-là, c'est important d'avoir le soutien aussi du service recherche du CNAM, de la direction de la recherche. Voilà. Parce que si c'est Stéphane Lefebvre qui demande indirectement, ça aura peut-être plus de poids que nous et a priori, on peut lui demander de faire cette démarche-là. Je te rends la parole, Mathieu. Ouais. Excusez-moi, j'avais juste une petite question, c'est Catherine. Je voulais savoir par rapport au déplacement, est-ce que, notamment pour cette année 2019, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de comptabiliser aussi les déplacements pour aller sur le lieu de travail et qui ferait quand même une grosse différence avec peut-être notre année 2020? Est-ce que ça peut être intéressant? Ouais. Est-ce que c'est compris dedans en fait? Oui, tout à fait. C'est le dernier point, c'est les déplacements domicile-travail. Ah pardon, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Alors juste avant justement de basculer sur ce dernier point, sur les missions, voilà, le périmètre est redéfini ici aussi sur le site, donc vérifiez bien. C'est les déplacements professionnels financés sur crédit du laboratoire. Donc si en mission vous avez une personne du labo ou autre qui vient mais qui paye lui-même ses frais, normalement voilà, c'est pas comptabilisé. Ou de même, si vous avez un collègue d'un autre laboratoire, mais c'est votre labo qui payait les frais, c'est votre labo qui devait le comptabiliser et non pas l'autre. Voilà, c'est juste pour bien définir le périmètre et pour éviter les doublons entre les laboratoires. Voilà, donc une fois qu'on a téléversé, on peut sauvegarder et passer au dernier point. Donc, comme tu disais, c'est les déplacements domicile-travail. Et là, ce qu'il propose de faire, alors on peut de nouveau le faire à la main, le fichier TSV, mais ce qu'il propose de faire, c'est d'utiliser un sondage avec un template déjà créé via Framaform. Donc, vous pouvez créer un compte via Framaform et ensuite, vous avez un template aussi qui est mis à disposition. On vous enverra des informations pour vous montrer
comment avoir ce template. Je peux vous montrer à quoi il ressemble aussi. Ça va être celui-là. Si je veux bien s'ouvrir. Ah oui, ça c'est le temps. Alors ça c'est les résultats. Donc oui, voilà. Donc sur le site, sur le Framaform, une fois que vous avez créé un compte, vous aurez accès à un exemple du formulaire. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Que vous enverrez, que vous pouvez envoyer que vous pourrez envoyer donc à tous les membres du laboratoire. Donc voilà le formulaire, le sondage. Donc vous donnez votre statut et ensuite vous donnez votre voilà les informations concernant votre déplacement domicile-travail. Donc le nombre de kilomètres, enfin le nombre de jours lequel vous faites ce déplacement en moyenne, le nombre d'allers-retours par jour, etc. Le nombre de kilomètres, etc. Vous venez en bus, etc., etc. Voilà, et vous pouvez ensuite soumettre les résultats, etc. Donc, et ensuite, quand vous avez assez de réponses, en espérant que vous ayez 100% des réponses, voilà, vous avez un fichier aussi, vous pouvez récupérer le fichier de résultats, donc avec un format spécifique de nouveau, et donc ici, vous avez à quoi ressemble plus ou moins ce fichier-là, que vous pouvez de nouveau téléverser dans directement sur la plateforme, sur le site du Labo 1.5. Et voilà, ce qui vous donnera ensuite une petite analyse directe. Donc vous avez le taux de réponse. Bon, là, il y a une seule personne sur 40 personnes, voilà. Un déplacement pris en compte, etc. Donc voilà. Ce qui est important, c'est de se souvenir donc du 10 périmètres, les bâtiments, les déplacements, missions et domicile de travail. Et ensuite, voir qu'en fait, sur le site du labo, c'est très, très bien guidé. À chaque fois, c'est très bien expliqué. Et vous avez des templates prédéfinis pour vous guider, dans cette démarche. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors ensuite, je n'ai pas trop regardé à quoi ressemblent les résultats, mais voilà, on analysera ça peut-être ensemble dans un second temps pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Merci Mathieu. Moi, je pense que ça nous a bien donné à voir un peu les données nécessaires pour remplir ces bilans. Il y a des données qui nécessitent d'aller contacter les personnes, notamment les déplacements domicile-travail. Là, on n'y manque pas. Il faut une mailing list de tout le labo, des personnes de 2019, des relances. Donc là, il faut un peu de temps. Il y a des données qui vont nécessiter d'aller voir les services du bâtiment du CNAM. Et donc ça, il faut vraiment, je pense, qu'on le fasse en commun, parce que si on est trois à aller les voir indépendamment à la suite, la deuxième et la troisième personne vont se faire dégager, je pense. Donc ça, il faut vraiment qu'on réfléchisse à une façon d'aller contacter les services du bâtiment. Et le troisième point, c'est pour les missions, de voir à quel point il est facile ou non de récupérer les ordres de mission d'une année donnée. Donc voilà, je pense qu'on a les éléments en main maintenant. La question maintenant, c'est comment on fait pour s'organiser par rapport à ça. Alors, c'est Gwenaëlle qui voulait parler? Je peux poser une question? Ouais, je voulais juste demander, est-ce que là, on a une idée de qui dispose de personnel administratif ou quoi? Parce que nous, par exemple, les ordres de mission, on a du personnel administratif qui centralise au niveau du labo les ordres de mission. Et en fait, moi, je suis même étonnée d'entendre que pour vous, enfin pour certains labos, c'est pas le cas et qu'il n'y a personne qui... Du coup, je me rends pas compte si c'est nous qui sommes en situation d'exceptionnalité ou si c'est nous... Alors, un élément de réponse du côté de notre laboratoire mesure, qui est un petit labo, on a une gestionnaire, mais elle est mutualisée entre plusieurs labos. Et elle n'est pas dans nos labos, tu sais, elle est dans les services côté Saint-Martin, mais accès 11, un truc comme ça. Et c'est le bureau, ils sont hyper débordés, ils ont un turnover de fou. C'est des personnes, tu n'as pas envie de les déranger beaucoup avec ces questions, quoi. Il faut les faire une fois, et parce que... Ouais. Je comprends. Mais c'est bien, c'est ce que tu disais, Zach, hein, c'est des personnes comme Florence Ladouce ou autres que vous connaissez peut-être. Si vous les avez, ce sera beaucoup plus facile si vous en avez en local, entre guillemets, hein, au sein de l'équipe, ça c'est sûr. Nous, on a une gestionnaire de labo, pareil, qui est mutualisée sur 2 ou 3 labos, mais qui est extrêmement efficace. On a de la chance et qui va nous aider, c'est sûr.
Avant, on ne l'avait pas et on devait systématiquement passer par les services intérieurs internes. Et à ce moment-là, je pense que vraiment, il faut une démarche, encore une fois, il faut une démarche groupée au niveau du… Il ne faut pas y aller, chacun va aller contacter Florence Ladouce pour, ou je ne sais pas qui pour avoir son ordre de mission, sa liste d'ordre de mission. À mon avis, ce qu'il faut, c'est passer par Stéphane Lefebvre, parce qu'elles dépendent directement de la direction de la recherche. Donc, à mon avis, c'est mieux de passer par en haut et d'avoir une démarche globale, et puis ils sortiront tous les ordres de mission de tous les labos et puis, ce sera qu'ils auront, quoi. Ouais, alors, justement, je pense que ça enchaîne bien sur la question de la façon dont on s'organise maintenant. Donc, je vous propose qu'on essaye de viser 14h15 max pour la fin de la réunion. Je pense qu'il y a, enfin, on va en discuter, mais à mon avis, on peut essayer d'avoir 2 niveaux d'organisation. Un premier qui est cette espèce de niveau global où on peut peut-être se réunir périodiquement, je ne sais pas ce qui sera la bonne période, mais de voir un peu où on est l'avancée, on discute de manière générale. Et ensuite, il faut peut-être avoir des petites équipes un peu plus réduites qui travaillent sur des aspects donnés. Alors là, il y a plusieurs façons qu'on peut voir. Soit on essaie de travailler de manière commune à l'échelle avec le critère géographique, des personnes qui partagent le même site essaient d'avancer communément sur la question. Ou alors c'est plutôt par élément du périmètre. Est-ce qu'on fait une équipe qui va vraiment travailler de manière un peu transversale sur les déplacements domicile-travail, une qui va aller batailler pour essayer d'avoir les données du bâtiment, et enfin une sur les ordres de mission. Est-ce qu'il vaut mieux s'organiser comme ça? Là, je n'ai pas la réponse. Et enfin, c'est un peu lié, hein, donc Mathieu va sûrement nous en parler, mais il y a possibilité, et il y a des demandes en tout cas, de jeunes qui veulent faire des stages de niveau licence 3 sur ces questions, des stages de plusieurs semaines. Mathieu va encadrer un stage sur ces questions. Et là, il y a, ça peut répondre aussi à des remarques en termes de main-d'œuvre, hein, Gwen, pour votre labo. Je te laisse compléter sur l'objet des stages, Mathieu. Voilà, bah, en fait, c'est Audrey Sabat qui co-dirige l'équipe expérimentation du collectif Labo 1.5, qui propose de mettre en réseau plusieurs stagiaires de laboratoires de recherche en Île-de-France pour faire leur bilan GES de manière parallèle, on va dire. Donc ça pourrait être quelque chose en parallèle aussi de notre groupe du CNAM. Hein. Donc ils veulent mettre les stagiaires en parallèle pour voir les points où ça bloque, les points difficiles, et puis surtout ensuite pour faire une comparaison, une analyse peut-être intéressante des résultats. Alors effectivement, donc moi j'ai accepté cette proposition, et donc je vais encadrer un stagiaire en licence 3 physique pour 5 semaines, de fin mai à début juillet. Et alors effectivement, quand on voit comment c'est bien ficelé sur le site, on peut se dire 5 semaines, en fait ça va être vite réglé, hein, en une semaine c'est réglé. Mais bon, voilà, finalement on peut lui demander pas mal de choses, hein, puisque déjà il y a 2 années à faire potentiellement pour le bilan. On peut ensuite le faire travailler sur les idées pour réduire ensuite les émissions, hein, des années suivantes, conformément aux objectifs de moins 2% par an, par exemple. Et donc, il y a pas mal de choses à faire finalement sur ces choses-là. Et donc, à voir, pour ceux qui sont intéressés, ce serait bien, voilà, de les mettre en réseau, les différents stagiaires, pour les guider et les faire travailler en parallèle. Donc, je ne sais pas s'il y en a. Par exemple, Mathieu, tu disais que tu étais aussi intéressé à l'idée d'encadrer. Mais Mathieu est parti, malheureusement. Il est parti, d'accord. Il a dû nous quitter, ouais. Je ne sais pas avoir, hein, mais je me projette au niveau du labo mesure, où on a beaucoup de personnes intéressées et on a une toute petite équipe. Peut-être que pour un labo comme le nôtre, je ne sais pas si c'est hyper pertinent. Ça, c'est à discuter. Hein. Mais après, c'est aussi un choix à faire en équipe, également au niveau des ressources mobilisables au sein des équipes. Juste une question. Mathieu, tu vas prendre un stagiaire de 3 mois, un stagiaire de licence? Ouais, licence 5 semaines. 5 semaines, ouais, non rémunéré. Donc, il ne faut pas forcément allouer un budget pour ça. Non. Ouais. C'est plus facile. Et moi, j'ai une remarque, c'est que j'ai quand même l'impression que là, pour l'instant, on va dire dans cette première phase, c'est quand même assez léger
entre guillemets. Enfin, c'est surtout des soucis de récupérer des informations qui sont. Ouais, c'est assez simpliste. Enfin, c'est pas forcément. Je dis pas que c'est simple, mais c'est pas. Il y a peut-être beaucoup d'attentes et il y a peut-être pas de quoi alimenter beaucoup de stages. Mais peut-être que si ça devient sur plusieurs labos, si on mutualise un stagiaire, par exemple, c'est juste une idée qui me passe par la tête, donc je la dis vraiment sans réfléchir trop. C'est si par exemple par site, si on identifiait les sites avec les différents labos. On pourrait avoir un stagiaire par site, par exemple, ou une personne responsable par site, plutôt, enfin, une personne qui fait le travail vraiment, qui va collecter les informations et qui les rentre dans le et puis il y a quelqu'un qui supervise de chaque labo qui vérifie que tout soit bien. Je sais pas si c'est pas une bonne idée ou pas. Je veux dire plutôt par site que laboratoire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, le stagiaire, il doit bien être encadré par quelqu'un ou la personne vient bien dans le laboratoire. Mais j'imagine que, je sais pas, Gwenaëlle, elle est sur le même site que nous. Les informations, on peut les avoir par la direction de la recherche ou par une gestionnaire. Nous, on a des gestionnaires qui sont. J'ai compris que Gwenaëlle aussi, j'ai l'impression qu'elle est une gestionnaire aussi pour son labo. Donc, du coup, ça va assez vite de récupérer les ordres de mission, de faire tout ça. Est-ce que plutôt ça pourrait rentrer dans un stagiaire en collaboration, par exemple, ou alors un doctorant qui travaillerait avec les deux équipes, plutôt que d'avoir ça nous permettrait de nous regrouper et de faire les choses ensemble plutôt que de les faire séparément et ensuite de devoir tout harmoniser. Je sais pas, Moi, je trouve que c'est une assez bonne idée. Enfin, de notre côté, j'en ai pas parlé avec Claire et Arthur, mais j'ai du mal, honnêtement, à penser qu'on va pouvoir avoir un ou une stagiaire sur la question. Bon, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'à partir du mois de juin, quand on aura fait ces journées, qu'on aura consacré, enfin, qu'on aura eu une vraie discussion collective sur ces enjeux, les gens vont un peu changer de positionnement. Mais du coup, une personne spécifiquement dédiée à ça au sein du labo, j'y crois pas trop. Quand on en parlait avec Claire et Arthur, on misait plutôt sur, en gros, un engagement, sur notre engagement personnel avec le soutien d'Audrey, qui est la gestionnaire de labo. Donc, bon, après, si on peut effectivement mutualiser certaines recherches d'informations avec des labos qui sont sur le même site, ça serait super, ça serait du temps de gagner. Mais je pense qu'effectivement, en fonction de l'accès aux infos, de l'ouverture d'esprit des labos sur le sujet, la question des ressources qui vont être allouées à ce travail se pose un peu différemment, quoi. Mais en tout cas, moi, j'entends ce que tu dis, Zacharias, sur le fait de peut-être, notamment pour les émissions bâtiments, d'essayer d'entamer une démarche commune pour pas multiplier les énergies. Voilà. J'en parlerai à Claire et Arthur. Et après, je ne sais pas si, quand tu disais stagiaire commun ou commune, est-ce que toi, tu as déjà parlé de ça auprès de la direction de ton labo, ou est-ce que la question du stagiaire, c'est encore… Non, nous, pour l'instant, on n'a pas… Nous, oui, j'en ai parlé au niveau de mon labo. J'avais dit que Mathieu… j'en avais déjà parlé. J'avais dit que Mathieu avait pour plan de recruter un stagiaire. Et ce qu'on m'a dit, c'est en gros d'attendre voir, de récupérer la méthodologie qui a été développée par Mathieu et par le stagiaire de Mathieu, et en gros d'appliquer la même. Ou alors, c'était justement ce que j'ai suggéré, c'est du coup que le même stagiaire, ou qu'il y ait un stagiaire qui soit alloué à faire plusieurs GES, en fait. C'était un petit peu ça qui était proposé. Maintenant, ça me dérange pas du tout c'est pas une question que je veux pas le faire, c'est juste que comme il y a beaucoup de choses qui sont mutualisées, peut-être identifier qu'il faut faire des demandes communes et pour pas dupliquer, tripler les demandes, etc. Ça peut être intéressant d'avoir ce travail collaboratif, en fait. Ouais. Juste 2 éléments rapides, hein, Gwen. D'une part, apparemment, il y a un vivier d'étudiants de licence qui sont intéressés. Donc, il y a de la demande pour des stages. Et d'autre part, on parle de stages de 5 semaines qui ne sont pas rémunérés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enjeux au niveau du labo. Je veux dire, si demain, tu décides de prendre un stagiaire, a priori, je ne sais même pas si tu as besoin de demander l'accord. Ouais, c'est juste une question d'emploi du temps, en fait, on va dire. C'est ça, c'est du temps, en fait, c'est du temps d'encadrement, quoi. Voilà, tout à fait. On parle que de ça. C'est ça. Et de place. Et de place dans le contexte actuel, quoi. Enfin, après, ça dépend comment ça se passe.
Par exemple, Mathieu, toi, comment ça se passe? Ton stagiaire, il va venir Alors, sur attendez, site? je suis désolé, je reprends un tout petit peu parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont parties. On va essayer juste de conclure peut-être, de voir quelles sont les prochaines étapes. Je suis désolé D'accord. d'essayer Enfin, j'ai peur qu'on perde tout le monde et on a déjà perdu pas mal de gens qui ont dû nous laisser. Donc déjà, moi, ce que je pense qui est important, c'est vraiment d'avoir une tête de pont dans chacun des labos. Savoir quelle est la personne désignée comme l'interlocuteur et coordinateur, on va dire, de la démarche. Donc, pour pas mal de labos, j'ai l'impression que c'est assez clair. Pour d'autres, comme nous, à mesure, hein, ça ne l'est pas forcément. Donc ça, il faut qu'on décide entre nous. Sur quels outils, on peut peut-être garder cette espèce de discussion, de point de discussion global une fois par mois sur l'avancement général, hein, vraiment à l'échelle macro, sans trop rentrer dans les détails pour voir un peu où tout le monde en est. Et ensuite, pour le niveau inférieur, alors comment on avance sur la question des bâtiments, comment on avance sur la question des ordres de mission. Là, je ne vois pas encore trop à l'heure actuelle comment on peut s'organiser. Peut-être que ça va passer par des échanges écrits à un moment donné, hein, voire une mailing list ou quelque chose comme ça, ou une fois qu'on a identifié les personnes des différentes équipes, des différents labos, on peut commencer à lancer la démarche commune d'aller voir les gens du service des bâtiments. Comment vous voyez ces choses-là sur l'organisation? Moi, je dirais, alors de mon point de vue, je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant peut-être de mutualiser plusieurs personnes de différents labos pour avoir un peu des points de vue différents et de créer peut-être des petites équipes qui auraient chacun une mission peut-être à faire mensuellement et peut-être d'avancer jusqu'au stage peut-être de Mathieu, ce qui permettrait déjà d'avoir un recueil de quelques données et voir un peu ce qui manque à l'issue de ce mois et demi de recherche. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on soit plusieurs équipes différentes pour pouvoir aller collecter les données et que peut-être qu'on travaille par petits groupes et qu'après on se fasse des réunions en commun pour voir comment chaque petite équipe a avancé. Est-ce que, alors moi, les deux équipes que je verrai à l'heure actuelle, c'est vraiment une équipe bâtiment et une équipe ordre de mission. Est-ce que ça vous paraît Moi, j'aurais plutôt ou plutôt par site? Ouais, j'aurais plutôt fait par site plutôt. Mais bon, c'est peut-être les équipes sont un peu moins équilibrées, tu vois, parce que d'un côté il y a l'IFC et le PIM, côté qui sont aussi à l'ENSAM. Et puis de l'autre il y a Comté, mais alors je sais pas, vous pouvez séparer Comté Saint-Martin ou quelque chose. Non, on ne sait même pas si c'est le même site. Je sais pas, moi je n'arrive pas à savoir si on est le même site ou non. En fait. Je pense qu'on peut se dire qu'on est le même site quand même. Est-ce que ce ne serait pas avantageux justement de se servir de l'appui de Stéphane Lefebvre pour essayer d'avoir une approche plus globale CNAM pour pouvoir ensuite peut-être redispatcher sur des têtes de labo ou des choses comme ça qui permettraient au moins d'avoir un appui au niveau de haut pour réussir à peut-être centraliser, peut-être que les informations sont générées globalement aussi et que par site il y a une gestion locale mais que globalement il y a des données collectées par l'ensemble du CNAM et par la direction du CNAM. Alors, je pense qu'on a une adhésion passive de Stéphane Lefebvre. Hein. Il va pas passer énormément de temps. Je pense qu'il faut avancer un petit peu, savoir précisément de quelles données on a besoin et éventuellement identifier les bons interlocuteurs pour le moment venu lui demander gentiment s'il peut envoyer un mail à telle personne lui demandant de répondre à notre demande. Et je ne pense pas qu'il faille en attendre beaucoup plus d'un point de vue de son emploi du temps et autres, hein, de son implication. Je ne pense pas qu'il faille en attendre beaucoup plus que ça de la direction de la recherche. Ce qui est déjà pas mal. Oui, hein. encore une fois, tu as des façons tu as des labos qui sont organisés de manière différente. Donc, tu as des labos où l'information va être beaucoup plus facile à récupérer sur les missions. Ouais. C'est ça la différence, en fait. Il y a ton labo sur lequel il va falloir passer par la direction de la recherche et les autres où ce n'est pas forcément nécessaire. Donc ça, c'est une spécificité du labo. Alors, est-ce qu'on peut se dire du coup qu'effectivement, de toute façon, il va y avoir des équipes intra-labo, entre guillemets, qui vont devoir avancer, ne serait-ce que sur la question des domiciles de travail et des heures de mission, de savoir qui collecte ça. Mais ensuite, pour avoir des niveaux intermédiaires de groupe de travail, peut-être que c'est ça qu'il faut faire, c'est effectivement par site, du coup. Et donc, on aurait en gros un site Paris 3, un site Paris 13. Florian
À voir. Enfin, après, on verra si c'est les mêmes. Comté Ouais. Saint-Martin, je pense que c'est les mêmes interlocuteurs quand même. Ouais, ok. Tu sais, c'est un gruyère. Hein. Par les souterrains, ils sont reliés, hein, ces sites. Hein. Après, même si c'est les mêmes, vous pouvez le séparer en deux. Hein, si Oui, ça fait voilà, plus on de pourra sens, switcher. Non, mais c'est au niveau du contact, là, ouais. C'est au niveau Ouais, du ouais. contact. Après, les calculs, ils peuvent se faire. Après, on peut se répartir les données par équipe, par labo. Et c'est pour une prise de contact qu'il faut être groupé. Et puis, il y aura d'autres labos qui vont rejoindre le collectif après, enfin l'initiative. Et du coup, on va avoir, petit à petit, on aura déjà tout construit, en fait, finalement. Ouais. On doit faire une première. Peut-être que ce qu'il faudrait commencer par faire, c'est justement une sorte d'organigramme avec des contacts, une sorte de fiche, de feuille de route un petit peu, avec qui contacter pour avoir telle info, pour. Bah là, tu vois, typiquement, l'organigramme, il sera complètement différent en fonction de là où on est t'es. aussi du site Ouais. Paris Mais 3 ou Paris justement- 13, quoi. Justement, du coup, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de le faire déjà sur les deux localisations, d'identifier vraiment les interlocuteurs que chaque labo, du coup, peut avoir. Et comme ça, on avancerait pour savoir vraiment qui aller contacter au moment où on a identifié toutes les personnes qui pourraient avoir ces renseignements. Ouais, très bien. Bah, ça nous fait un programme déjà pour une prochaine réunion, du coup. Effectivement, Ouais, essayer d'aller voir. Donc, essayer d'avoir trouvé les interlocuteurs pour chacun des sites en mutualisant un peu les efforts. Enfin, je sais que, du coup, en tout cas, nous, à Paris 3, on va pas faire la démarche chacun de notre côté de savoir qui a les données du bâtiment. Il faut qu'on se coordonne. Donc, ça, charge à nous de nous coordonner. Mathieu, charge à vous, côté 13e, de le faire de votre côté. Et on en rediscute dans quelques semaines. Alors moi j'ai une question à poser. Est-ce que quelqu'un a pris des notes et est-ce que quelqu'un se sent de faire un petit compte rendu de ce qui s'est dit aujourd'hui? Un premier jet ou Moi, j'ai pris quelques petites notes, ouais. J'ai des petites notes, hein, surtout sur la partie des informations qu'il faut collecter. Ok. Moi j'ai pris des notes au départ. Ouais, Sophia? Moi aussi au début. Peut-être on peut faire un document partagé, comme ça on complète. Très bien. Tout à fait. Ouais, c'est bien. effectivement. Je vais prendre. On a l'enregistrement. On a l'enregistrement en plus. On a l'enregistrement, bah, c'est parfait. Donc ça c'est fait pour les infos du départ. Ok, et ben on peut partager ça. Je pense que ça peut être intéressant quand même de se créer une mailing list. Alors ça, moi, je ne sais pas trop. Est-ce que quelqu'un connaît des outils hyper simples pour le faire via les outils CNAM? Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais d'utiliser Teams, on peut se créer un groupe Teams. Et du coup, on peut programmer des réunions, avoir toutes nos conversations, faire des échanges assez facilement. Ok. Donc, si vous voulez, je peux m'en charger de. Par contre, j'aurais peut-être besoin au départ d'avoir les adresses mail. Je peux me charger de créer le groupe. Ouais, je peux les donner. Et on peut retirer des personnes du groupe après coup? Je veux dire, on peut inclure plein de gens et. Le groupe, c'est en gros l'administrateur un peu qui gère. Alors, ok. il peut y avoir plusieurs administrateurs en principe, mais après, c'est les participants, on peut les enlever, les retirer en principe sans problème. Ouais. D'accord. Et du coup, on peut mettre les documents partagés sur ce canal. Ouais, aussi. Super. C'est pratique, en fait, Teams. Ok, moi, j'arrive pas à m'en servir. Du coup, j'apprendrai peut-être. Moi, je suis vraiment nul, j'arrive pas à Teams. Ok. Très bien, et on mettra le lien. Et ben, très bien dans ce cas-là. Donc, Catherine, je t'envoie la mailing list. Ce qu'il faut, c'est autoriser les personnes à se désinscrire du groupe si jamais ça les gonfle de recevoir les notifications Teams, parce qu'elles avaient donné l'accord pour être contactées aujourd'hui, mais on ne va pas leur redemander pour être inscrits dans le groupe. On va leur donner on leur dira que s'ils ne veulent pas le recevoir, ils nous le disent, enfin, ils te le diront. Et ben, très bien. Et donc, on part sur l'idée d'avoir, en tout cas, que chaque unité géographique, en tout cas, s'auto-organise pour essayer d'identifier les interlocuteurs pertinents sur les ordres de mission d'une part et les infos bâtimentaires de l'autre. Bah, voilà. Il faut qu'on s'organise entre nous. Ouais. Donc, ça demande. En gros, il faut le faire. Faut que quelqu'un le fasse. Moi, je veux bien le faire pour rue Comté, par exemple, si vous voulez, ou pour le site de Paris 3. Ouais, je pense que pour l'instant, qu'il ne faut pas différencier rue Comté de rue Saint-Martin, parce qu'à mon avis, ce sera les mêmes interlocuteurs, je pense. Hein. Mais si on dit comme ça que quelqu'un, il faut le faire, quoi. Donc, je pense qu'il faut. Ouais, il faut définir plus précisément qui fait vraiment quoi, parce qu'autrement, parfait. Donc, Zach, tu veux te lancer là-dedans? Ouais, je veux bien, ouais. Ça marche. Et Mathieu, côté 3e? Ouais. Et Florian, du coup, Florian, on te laisse
On te laisse gérer de ton côté. Ouais, aucun problème. Il n'y aura pas grand monde, donc ça va, c'est assez facile à mettre en place. Et bien, super. Mais du coup, on travaille avec Sophia et Zach et moi qui avons pris des notes sur un compte-rendu qu'on partagera via l'espace Teams que Catherine va mettre en place avec les adresses mail que je t'envoie, Catherine, du coup. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vous va? Ok, ça marche. Ça marche? Alors par contre, du coup, le groupe, on l'intitule comment, Labo 1.5? Ça vous va? Ouais, Labo 1.5 Lab. Lab, ouais. Très bien. Super. On peut utiliser les notes de Teams pour le document partagé, pour ne pas l'avoir dans une autre plateforme. Ouais, d'accord. Ben, Oui, attendons, oui. ok. Catherine, je t'envoie les mails tout de suite. Ça marche. Et Sophia et Zach, on fera la prise de notes une fois que l'espace sera créé, si ça vous va? D'accord. Ouais, ça marche. Parfait. On peut même s'attribuer les tâches. Hein. L'administrateur, ce serait bien que tu sois administrateur ou Kevin, dans le truc comme ça, tu peux attribuer des tâches aux gens si jamais il y a des trucs et tout. Sachant que je ne sais pas du tout comment ça marche, mais ok. Bah, tu vas apprendre. À la dure. Ouais, ça marche. En principe, il peut y avoir plusieurs administrateurs. Donc, tu me diras, Kevin, si tu veux l'être. Après, je pense que tu peux même prendre les droits. Tu me diras qui tu veux mettre en administrateur. Ok. Il me semble qu'il y a un tutoriel sur le CNAM.net. Ah, bon, bah voilà. J'ai aucune excuse. Okay. Il va falloir que tu t'y mettes, tu vas pas y échapper. Ouais. Ça marche. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, tout le monde y va. Du coup, je propose qu'on en reste là. On partagera l'enregistrement et tous les docs. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, Mathieu, pour le tuto GES 1.5. Merci Mathieu. Merci Kevin. Merci. Merci à tous. Ciao. Et bon Bye bye. Au revoir. Salut.